Un guerrier numéro 6, nommé de code Sentuan Rokugo, travaille sous le commandement de la corporation Kisaragi, une organisation de méchants notoires spécialisée dans les campagnes d'invasion, ciblant des planètes avec des conditions de vie favorables, servant leur ambition de domination interuniverselle. Malgré le titre de guerrier d'élite, Rokugo montre personnellement peu d'intérêt pour les idéaux de l'organisation. Pour lui, la plupart de son temps au quartier général tourne autour de taquiner les deux dirigeantes les plus puissantes, la suprême leader Astéroth et la suprême leader Bélial, plutôt que de se concentrer sur l'entraînement ou les missions. Lorsqu'un nouveau projet d'exploration planétaire avec un environnement semblable à celui de la Terre a été lancé, la scientifique de génie Lilith a directement dirigé la campagne. Son plus grand accomplissement fut la réalisation d'un dispositif de téléportation interplanétaire, une merveille technologique moderne sans précédent. Pour cette mission, Rokugo a été désigné comme la première personne à traverser l'espace dimensionnel pour explorer la planète cible. Pour le soutenir, il y a Alice Kisaragi, un androïde ayant l'apparence d'une jeune fille charmante, mais abritant en réalité une bombe nucléaire extrêmement puissante dans son corps, capable de provoquer un désastre génocidaire si elle est gravement endommagée. Bien qu'elle soit programmée pour surveiller et assister, Alice maintient toujours une attitude condescendante, critiquant fréquemment Rokugo comme inutile, tandis qu'il la considère comme un morceau de métal ambulant, ne se donnant parfois même pas la peine de cacher son mépris. Avant le départ, Rokugo espérait être envoyé avec une chaleureuse étreinte de la part du leader suprême Astéroth, mais ce qui l'attendait à la place était un coup de pied volant de sa part. Tous deux furent placés dans la chambre de téléportation par l'élite qui n'avait jamais eu l'occasion de tester l'appareil dans des conditions réelles. En apprenant qu'il jouait le rôle de cobaye, Rokugo paniqua, criant des protestations en vain. Néanmoins, la téléportation a réussi, bien qu'ils aient tous deux atterri sur la planète en chute libre incontrôlée. Tandis que Rokugo a dû activer un parachute d'urgence pour sauver sa vie, Alice est simplement tombée directement au sol, car elle n'avait aucune fonctionnalité au-delà du mode d'autodestruction en cas de dommage. Après un atterrissage peu délicat, ils ont découvert une ville ancienne près de leur point d'accès et ont choisi cet endroit pour construire leur base. Cependant, Alice l'informa qu'il faudrait au moins 30 jours pour que la structure spatiale se stabilise avant qu'un portail de téléportation de retour puisse être ouvert. Pour aider Rokugo à s'adapter au nouvel environnement, elle lui injecta des nanobots qui l'immuniseraient contre les agents pathogènes locaux. Selon les règlements opérationnels de Kisaragi, pour invoquer des armes de la Terre, les agents doivent accumuler des points de mal, un type d'énergie obtenue en accomplissant des actes maléfiques. Cependant, les pitreries espiègles de Rokugo ne lui ont permis de gagner que suffisamment de points pour invoquer des objets insignifiants, comme des bandes dessinées suggestives, à sa grande frustration. Avant qu'ils ne puissent pleinement comprendre la situation, ils furent soudainement attaqués par un troupeau de monstres à quatre pattes. Rokugo dégaina immédiatement son arme pour se battre, tandis qu'Alice restait assise calmement, comme si elle assistait à un spectacle. Bien qu'irrité par son attitude indifférente, il utilisa tous ses points accumulés pour invoquer une arme à longue portée pour elle. Ne voyant pas d'autre option, Alice se joignit à contre-cœur à la bataille. Ensemble, ils repoussèrent les monstres juste au moment où une chevalière apparut, Snow, la chef de la garde royale du royaume de Grace. Pour maintenir leur couverture, Alice inventa rapidement une histoire dramatique, décrivant Rokugo comme un héros qui s'était sacrifié pour sauver des gens, mais souffrait de confusion mentale à cause d'un traumatisme. Ému par ce destin tragique, Snow les ramena tous deux à la capitale, les présentant comme des guerriers dignes de confiance. À la résidence royale, Rokugo rencontra un vieux char exposé dans la zone d'exposition. Selon la description, c'était un véhicule qui avait autrefois aidé le royaume à surmonter une catastrophe de monstres il y a de nombreuses années. Ils furent ensuite emmenés au palais royal pour rencontrer la princesse Teal Centauria. Dès qu'il la vit, la nature perverse de Rokugo émergea, ce qui convainquit Snow que son esprit avait de sérieux problèmes. Teal révéla que le territoire de la race démoniaque devenait de plus en plus désertique à cause d'un ancien être appelé le Roi des Sables, les forçant à empiéter sur les terres humaines. Avec des forces de défense affaiblies, Teal espérait que les deux aideraient dans la bataille. À ce moment-là, Rokugo et Alice réalisèrent que Snow essayait en fait juste de les utiliser pour marquer des points personnels, car elle était toujours obsédée par le rang et les récompenses. En se promenant dans le jardin du palais, ils virent un dispositif en forme de cube appelé le Raincaller, un héritage de technologie avancée qui ne fonctionnait plus. Reconnaissant qu'il s'agissait d'une machine avancée, Alice a entrepris de la réparer. Snow semblait pleine d'espoir, car si la machine fonctionnait à nouveau, elle recevrait une récompense digne. Lorsqu'il s'est agi d'entrer le code d'activation, Rokugo a délibérément défini le mot de passe comme une phrase liée à un festival peu vêtu, dans l'intention de créer une situation gênante pour la princesse lors de l'inauguration. Cependant, alors que la farce était en discussion, Tilly s'est apparue derrière eux et a tout entendu. En conséquence, tous deux ont été emprisonnés pour leur comportement inapproprié.
Grâce à leur contribution significative à la restauration du Raincaller, ils ont été graciés. Tillis a ensuite demandé la permission à son père de garder les deux pour servir à la cour royale. Le roi Grace, qui chérissait sa fille, a immédiatement accepté. Malgré ses objections véhémentes, Snow fut contrainte de tenir sa promesse de prendre la responsabilité si quelque chose arrivait avec le Raincaller, l'obligeant à accepter la présence continue des deux fauteurs de troubles à la cour. Pendant ce temps, Rokugu souriait secrètement de satisfaction d'avoir gagné d'une manière à laquelle personne ne s'attendait. Après avoir été témoin des capacités de Sentuen Rokugu, Tillis Santoria lui a permis de créer une équipe de forces spéciales d'élite sous son commandement direct. Cependant, en raison de la guerre prolongée et brutale avec la race démoniaque, les forces actuelles du royaume de Grace étaient presque épuisées, la plupart des jeunes hommes étant déjà sur le front, laissant le front intérieur avec des personnes âgées proches de la mort et des filles non entraînées. Dans une telle pénurie de personnel, Alice Kisaragi, avec ses capacités d'analyse stratégique et d'évaluation de combat extrêmement précises, a sélectionné les deux individus les plus prometteurs parmi les quelques restants. La première était Rose, une petite fille avec l'étrange capacité d'absorber le pouvoir d'autres êtres en mangeant leur chair. Bien que ce pouvoir soit terrifiant, sa personnalité enfantine et gourmande rendait involontairement facile pour Rokugu de la dompter. L'autre était Grim, une sorcière en fauteuil roulant avec le pouvoir de maudire quiconque elle le souhaitait. Grim était naturellement insouciante et mystérieuse. Pourtant, lors de sa première rencontre avec Rokugu, elle a activement flirté avec lui dans l'espoir de l'intéresser. De manière inattendue, il a répondu avec enthousiasme sans hésitation, faisant rougir Grim de gêne car personne n'avait jamais osé la regarder directement comme ça auparavant, et il avait même accidentellement vu ses sous-vêtements lorsqu'elle était négligente. En conséquence, elle a pleuré et l'a obligé à prendre ses responsabilités, débutant ainsi un lien étrange entre deux personnes très inhabituelles. Avant que la force ne puisse se stabiliser, Rokugu s'est affronté avec Snow, la capitaine de la garde royale, au sujet de l'autorité de commandement. Les deux ont décidé de régler cela par un duel public, et après avoir utilisé une technique de serrage de cuisses qu'il avait pratiquée pendant de nombreuses années, Rokugu est sorti victorieux. Furieuse, Snow exigea que son adversaire soit découpé en morceaux, mais Tillis intervint à temps, évitant un dénouement malheureux. Quelques jours plus tard, le groupe de Rokugu entra dans leur première véritable bataille. Au lieu d'appliquer des tactiques, l'armée de Grace chargea simplement droit dans le camp ennemi sans calcul, ce qui amusa et consterna Rokugu. Il proposa rapidement de changer la direction de l'attaque pour cibler la logistique de l'armée démoniaque, car peu importe la force des forces ennemies, elle s'affaiblirait sans ravitaillement. Le nouveau plan fut mis en œuvre, et lui et Alice menèrent un raid à l'arrière de l'ennemi en utilisant des tactiques sournoises familières, provoquant la fuite paniquée de toute l'équipe logistique. Rose a ensuite utilisé le feu pour brûler tous les entrepôts de ravitaillement, infligeant un coup dur aux forces ennemies. Alors que la victoire semblait certaine, l'un des 4 rois célestes sous le seigneur démon Hein est apparu et les a soudainement défiés. Contrairement aux réactions sérieuses des autres, Rokugu n'était pas du tout inquiet et sortit calmement son appareil photo pour immortaliser la confrontation, comme s'il était en vacances. En entendant la tentation de Hein selon laquelle rejoindre le camp des démons apporterait de grandes récompenses, il n'hésita pas à exprimer son intention de changer de camp, s'assurant que Tillis n'oserait plus jamais lui donner un poste de commandement. Malgré cela, lorsque Hein se retira, laissant les soldats être pris en charge par Jiradagan, un autre des 4 rois célestes, la situation devint chaotique. Jiradagan n'hésita pas à lancer une attaque violente, brisant la tête de Grim juste devant ses camarades, laissant tout le monde stupéfait. Snow chargea en avant avec colère pour attaquer férocement en vengeance pour son ami, tandis qu'Alice retenait l'adversaire pour protéger l'arrière. Cependant, à ce moment-là, Jiradagan reçut soudainement un ordre urgent et se retira immédiatement après, laissant l'atmosphère du champ de bataille remplie de tristesse. Rokugu était complètement dévasté, croyant que Grim avait vraiment disparu de ce monde. Mais Snow a révélé plus tard que Grim portait des lignées de monstres et était aussi un adepte de la génération des divinités, le dieu qui détient la vie et la mort. Si un rituel de sacrifice était effectué, elle pourrait renaître. Après la cérémonie, tout le monde partit progressivement, ne laissant que Rokugu veillant silencieusement à côté du corps de Grim. Peu de temps après, elle reprit conscience de manière surprenante, extrêmement étonnée d'apprendre que quelqu'un, toujours considéré comme un outil vivant destiné à se détruire au combat, était en fait pris en compte par quelqu'un. Elle exprima son désir de sortir ensemble, et Rokugu accepta immédiatement sans réfléchir. Ainsi, les deux commencèrent un rendez-vous unique en son genre, non pas pour échanger de l'amour, mais pour saboter les couples amoureux à travers la ville. À cette occasion, Rokugu apprit que si la malédiction de Grim sur quelqu'un échouait, la réaction rebondirait immédiatement sur son corps, causant de graves blessures. C'est pourquoi les jambes de Grim ne pouvaient jamais fonctionner normalement, à jamais confinées à ce fauteuil roulant comme le prix qu'elle payait pour des pouvoirs maudits au-delà des limites humaines.
Grâce à son plan visant à frapper les lignes arrière et à couper les approvisionnements alimentaires du côté des démons, Sentuen Rokugyu a forcé toute l'armée de la race démoniaque à se retirer rapidement du champ de bataille. Cependant, en revenant au palais royal, la plupart des fonctionnaires du royaume de Grace ont exprimé des doutes, affirmant que Rokugyu et ses coéquipiers avaient simplement eu de la chance et ne méritaient pas de récompense significative. Contrairement à cette attitude sarcastique, Rokugyu a gardé son calme habituel, réfutant froidement les nobles en présentant des preuves spécifiques confirmant que son groupe était effectivement la raison de la retraite de l'ennemi. Sa position ferme a grandement plu au roi et à Tilis Santoria, qui l'ont même qualifié de héros légendaire, celui qui porterait une marque sacrée lorsque le monde ferait face à la menace du Seigneur démon. Rokugyu montra immédiatement un signe étrange apparu sur sa main, se croyant l'élu, mais Tilis révéla rapidement que ce n'était qu'une piqûre d'insecte. Incapable de contenir sa colère, il paniqua immédiatement et cria à l'aide, tandis que Tilis souriait froidement, ajoutant que le véritable héritier de la marque était son frère royal et qu'il devait abandonner ses rêves héroïques. Juste après avoir quitté le palais, Rokugyu rencontra Rose tremblante devant le regard d'Alice Kisaragi. Consciente de la capacité de Rose à absorber le code génétique de tout être qu'elle avait mangé, Alice décida de la forcer à manger un insecte rare connu pour son pouvoir extraordinaire. Rose était terrifiée, n'osant pas toucher la créature répugnante, tandis que Rokugyu la tenait fermement pour qu'Alice puisse effectuer le rituel de transfert de pouvoir, l'encourageant même à manger rapidement pour des résultats plus rapides, menaçant d'en attraper d'autres si cela ne suffisait pas. Cette torture mentale poussa Rose au désespoir. En enquêtant sur les raisons pour lesquelles quelqu'un avec une capacité si rare se soumettrait à servir dans l'armée au lieu de vivre librement ailleurs, Rokugyu découvrit qu'elle avait été trouvée dans des ruines anciennes, avec de vagues souvenirs ne préservant que l'image de son grand-père, qu'il avait créé en utilisant une pierre miraculeuse capable de matérialiser n'importe quel souhait. Cependant, pendant ses recherches, il a accidentellement touché à la magie arcanique interdite et a perdu la vie. L'armée a promis de lui donner des réponses sur cette pierre, alors elle a accepté de servir. Voyant clairement la tromperie, Rokugyu commença immédiatement l'éveil idéologique avec Alice qui se joignit, laissant à Rose pas d'autre choix que de rejoindre leur équipe instable. De retour dans les quartiers de repos, Rokugyu commença à se lamenter de ne toujours pas avoir attiré de belles femmes malgré son apparence décente, sa force abondante et le grand service qu'il venait de rendre au royaume. Alors qu'il se disputait avec Alice au sujet de la romance, Snow apparut soudainement et annonça qu'il devait assister à une réunion de stratégie de guerre. Lors de la conférence, les généraux ont évalué la situation comme extrêmement difficile, tous les groupes de héros ayant échoué à capturer une tour démoniaque d'importance stratégique spéciale. Les nobles ont cherché à se dérober à leurs responsabilités, désignant rapidement Rokugyu pour entreprendre cette mission dangereuse. Sans détour, il proposa un plan surprise pour s'emparer du premier étage, puis utiliser de la fumée pour enfumer les troupes ennemies, comme des termites, profitant de l'architecture en spirale de la tour pour tout brûler. Cependant, les officiers ont rejeté cela, affirmant que la méthode était trop sale et contraire à la dignité héroïque. Le lendemain matin, tandis que l'armée de Grace lançait une offensive générale, Rokugyu refusa de rejoindre la bataille, reconnaissant que des attaques directes ne mèneraient qu'à la défaite, car son camp était trop faible et réticent à réfléchir. Snow l'a traité de lâche avec colère, puis est parti se battre seul. Le soir venu, la bataille se poursuivait encore, avec Snow revenant épuisé. Au même moment, Grim, qui venait de rêver d'une scène étrange entre Rokugyu et Tills, se réveilla en panique. Profitant du chaos, Rokugyu utilisa un pistolet à clous pour grimper à la tour par le mur extérieur. À mi-chemin, Snow était presque épuisé d'avoir utilisé toute sa force dans la bataille précédente. N'ayant pas d'autre option, Rokugyu dut la porter sur son dos, rempli de joie alors que leurs corps se pressaient l'un contre l'autre, ressentant particulièrement sa poitrine généreuse contre son dos. En atteignant le sommet de la tour, le petit groupe s'approcha furtivement de deux commandants ennemis, Tête de Chèvre et Corne de Taureau, par derrière. Alors que ces deux-là célébraient leur victoire, Rokugyu apparut soudainement, donnant un coup de pied à Goathead pour le faire tomber du sommet, puis menaçant Bullhorn de rester immobile s'il ne voulait pas que son camarade soit jeté ensuite. Après plusieurs manœuvres éhontées, il fit lancer des pierres sur la tête de Bullhorn jusqu'à ce qu'il perde connaissance, puis utilisa le corps de Goathead comme objet d'échange, exigeant que Bullhorn rançonne son ami avec un trésor. La victoire s'est terminée par des soupirs d'exaspération de la part des Alliés et l'équipe est retournée en ville avec une récompense d'un énorme sac d'or provenant des butins de Snow qu'elle lui devait pour 2 réalisations précédentes. En apprenant que cet argent suffisait pour qu'une famille vive confortablement pendant une année entière, Rokugyu décida de quitter son emploi d'agent Kisaragi, de prendre sa retraite complète et de vivre à Grace en tant que citoyen de haute classe, profitant d'une vie tranquille sans souci du danger.
Peu de temps après avoir participé à l'assaut sur la tour centrale contrôlée par les forces ennemies, Sentuen Rokugyu et Snow ont été publiquement félicités de manière inattendue par le commandant en chef des forces de Kisaragi devant toute l'armée pour avoir apporté une victoire décisive. Cependant, avant qu'ils ne puissent profiter du sentiment de gloire après cet exploit rare, tous deux furent immédiatement assignés à une autre mission bien plus dangereuse, confrontant directement l'attaque imminente d'une armée commandée par Hein. Bien que Rokugyu fût quelque peu méfiant, car ce plan avait été initié par le rusé chef d'état-major, connu pour toujours trouver des moyens de le pousser dans des situations désespérées, il accepta tout de même, en partie parce qu'il ne voulait pas décevoir Snow. Elle était pleine d'espoir qu'en accomplissant la mission de manière excellente, leur récompense et leur chemin vers l'avancement dépasseraient toutes les attentes. La formation de contre-attaque a été déployée rapidement, avec toute la logistique complétée pour se préparer à affronter les forces du royaume démoniaque. Rokugyu comprenait parfaitement que son rôle dans la campagne n'était qu'un pion poussé sur les lignes de front pour encaisser les coups à la place de ceux qui étaient confortablement installés derrière. Reconnaissant le potentiel de perte massive, Alice Kisaragi proposa secrètement que toute l'équipe ne combatte que symboliquement, puis se retire rapidement pour minimiser les pertes inutiles. Pendant ce temps, le champ de bataille fut progressivement enveloppé d'une épaisse poussière. Puis soudain, un golem géant fait entièrement de rochers apparut, une arme stratégique déployée par Hein sur le champ de bataille comme une première frappe écrasante pour briser le moral de l'ennemi. Dès que la créature déformée est apparue, l'armée de Grace, paniquée, a immédiatement pris la fuite, laissant la ligne de bataille au groupe de Rokugyu. Personne d'autre ne voulait risquer sa vie en affrontant le monstre géant. Tous trouvaient des excuses pour se dérober à leurs responsabilités. Sans autre choix, Rokugi dut l'affronter seul, lançant une première attaque avec un coup de poing direct sur la couche extérieure du golem, ce qui engourdit tout son bras comme s'il venait de frapper un mur de métal. Ne renonçant pas, il continua à donner des coups de pied aux jambes de la créature. Cependant, cette action a immédiatement fait que son corps a été cloué au sol par les mains géantes de pierre, comme s'il n'était rien de plus qu'un insecte. Acculé, il a dû lever toutes les limitations physiques pour libérer son plus haut niveau de pouvoir scellé. À ce moment-là, Alice s'est précipitée directement sur la ligne de bataille, a attaché une bombe énergétique lourde au golem et l'a fait exploser, provoquant une explosion violente du monstre avec des fragments volant sur tout le champ de bataille. Bien qu'ils aient éliminé la menace principale, le prix à payer fut que Rokugi perdit sa capacité à bouger pendant 3 minutes parce qu'il avait libéré tout le potentiel de son corps. Il a rapidement demandé à ses coéquipiers de tenir leur position et de le protéger des contre-attaques pendant ce moment critique. La situation est devenue encore plus intense lorsque Hein est apparu personnellement et a rejoint la bataille, utilisant la magie pour supprimer toute l'équipe avec une puissance de feu supérieure. La situation de Snow devint critique lorsqu'elle découvrit que son épée nouvellement achetée avait complètement fondu sous les effets magiques de l'ennemi. Elle cria de colère, rendant tout le monde presque gêné par l'absurdité. Rokugi a essayé de l'arrêter, lui faisant signe de se taire pour éviter d'attirer l'attention, mais la réaction chaotique de Snow a fait découvrir à Hein la position où il essayait de tenir bon. Juste au moment où le coup de grâce allait être lancé, Grim a lancé à temps une malédiction ancienne qui a bloqué tous les mouvements de Hein pendant un court instant. Juste au moment où les 3 minutes se sont écoulées, Rokugi a complètement récupéré ses capacités physiques. Se voyant désavantagé, Hein passa soudainement à la négociation, proposant une invitation à rejoindre le royaume des démons avec une compensation 3 fois supérieure à leur taux actuel, plus de nombreux privilèges que personne d'autre n'avait. Face à cette offre attrayante, Rokugi montra un intérêt extrême, exprimant même sa bonne volonté de sa manière habituelle humoristique. Juste au moment où le recrutement semblait sur le point de réussir, Snow a soudainement chargé en avant, portant un coup fatal qui a fait tomber le joyau lumineux de la main de Hein. Elle s'est immédiatement agenouillée, suppliant de reprendre la pierre, mais Grim a découvert avec perspicacité qu'il s'agissait d'une pierre magique, un catalyseur crucial qui aide les mages à maintenir leur énergie de combat, et aussi un composant central du pouvoir des 4 rois célestes. Sachant qu'elle ne pouvait pas le perdre, Hein a dû accepter la demande bizarre de Rokugi d'être un modèle réticent pour une séance photo-artistique dirigée par lui. Alors qu'elle devait poser sur le champ de bataille, son visage ne pouvait cacher sa souffrance et son embarras. Ses subordonnés à l'extérieur ne savaient pas s'ils devaient pleurer ou rire. Lorsque la séance photo humiliante prit fin, Hein exigea le retour de la pierre magique comme convenu. Cependant, Rokugi ne tint pas sa parole, gardant effrontément la précieuse gemme avec lui, la cachant même dans un endroit très sensible, faisant rougir Hein de rage, mais toujours forcé de battre en retraite par manque de force de combat. Ce soir-là, le groupe de Rokugi organisa une fête de célébration avec de l'alcool fort et de la nourriture somptueuse. Ayant trop bu, Rokugi a été raccompagné à ses quartiers de repos par Snow, dans un état presque inconscient.
En traversant le couloir principal menant au camp, Snow rencontra de manière inattendue le chef d'état-major qui détenait un pouvoir considérable dans l'armée de Grace. Il fit une offre difficile à refuser. Si elle acceptait de coopérer en fournissant des preuves prouvant que Rokuji était un espion, elle serait autorisée à retourner à l'ordre des chevaliers avec de nombreux privilèges comme à l'époque de sa gloire. Bien qu'au départ Snow n'ait eu aucune intention de trahir quelqu'un qui avait combattu à ses côtés à travers de nombreuses campagnes, toute sa foi vacilla soudainement lorsqu'elle surprit accidentellement une conversation entre Rokuji et Alice. Ce qu'ils discutaient confirma la vérité choquante qu'ils étaient en effet des agents d'une autre planète envoyés dans ce monde par l'organisation Kisaragi pour servir un sombre dessein. Le cœur de Snow était plongé dans un mélange chaotique d'émotions, alors que la confiance, les sentiments, la responsabilité et la raison s'affrontaient violemment, la poussant à un carrefour difficile à choisir. Bien qu'être découverte comme espionne signifiait presque toujours la mort, Snow n'a pas choisi de mesures extrêmes contre Santoin Rokugu et Alice Kisaragi. Au lieu de les escorter vers le lieu d'exécution, elle les a simplement expulsés du palais royal. Cette clémence surprit quelque peu Alice, tandis que Rokugu se sentait plutôt satisfait, étant toujours du genre à s'adapter rapidement à l'adversité. Sans abri officiel, ils durent tous deux louer temporairement une chambre dans un quartier résidentiel pour continuer à exister dans cette terre étrange. À partir de ce moment, le plan pour activer la machine de téléportation, un dispositif pour amener plus de guerriers de l'organisation Kisaragi sur cette planète, devint leur objectif ultime. Néanmoins, Rokugu hésitait à l'idée que cet endroit puisse être conquis, car, au fil du temps passé ici, il avait commencé à ressentir un sentiment étrange, appelé attachement. Alice, qui était pragmatique et ne portait aucune émotion faible, annonça qu'une division de l'armée démoniaque était sur le point d'attaquer le royaume de Grâce. En entendant cela, Rokugu sembla d'abord très excité, à l'idée que Snow, qui l'avait humilié, doive goûter à une amère défaite. Cependant, lorsqu'Alice révéla calmement que la véritable raison derrière la décision d'expulsion était que Snow voulait les protéger, car elle avait découvert leurs véritables identités dès le début et les avait secrètement couverts, l'expression de Rokugu changea immédiatement. À ce moment-là, il ne voulait plus voir le royaume tomber, mais commença plutôt à planifier l'accumulation de points de mal pour se préparer à la grande bataille à venir. L'ironie était que les points de mal ne pouvaient pas augmenter sans commettre d'actes répréhensibles. Par conséquent, la nuit, Rokugu sortait en cachette dans l'espoir de réaliser quelques tours d'intimidation pour provoquer le désordre social, accumulant ainsi plus d'énergie maléfique. Malheureusement pour lui, la première personne qu'il choisit d'effrayer ne fut pas du tout effrayée et l'entraîna même dans une situation inattendue qui laissa Rokugu paniquer. Avant qu'il ne puisse s'échapper, Snow et Grim apparurent dans le rôle de patrouille de sécurité. Remarquant un comportement suspect, Snow le réprimanda sévèrement, tandis que Grim demanda curieusement pourquoi Rokugu n'était plus dans l'armée, alors que personne n'avait publiquement divulgué cette information. Incapable d'admettre avoir été expulsé pour espionnage, Rokugu inventa une raison selon laquelle Snow l'avait harcelé excessivement jusqu'à ce qu'il ne puisse plus le supporter. De plus, il a demandé à Grim de répandre cette information dans toute la ville, faisant croire à tout le monde que c'était Snow qui avait fait des avances. En conséquence, dès le lendemain matin, des rumeurs se répandirent, comme une traînée de poudre, décrivant Rokugu comme quelqu'un qui ouvrait habituellement sa braguette devant les autres, étant réputé pour être un pervers. Il se précipita dans la chambre louée pour se défendre, mais Alice confirma calmement cela, à la fois en se moquant et en reconnaissant qu'au moins il essayait pour la mission. Pour se préparer à affronter l'armée démoniaque, les deux ont décidé d'utiliser des tactiques de guérilla en tirant parti des connaissances terrestres sur les stratégies de défense asymétrique. Dans la nuit silencieuse, ils sont sortis discrètement pour creuser des trous sur les routes cruciales que les forces ennemies pourraient emprunter. À chaque point de transport, le couple a installé des mines artisanales pour causer des dégâts à l'adversaire avant qu'il n'approche de la porte de la ville. Sur le chemin du retour du front, Santoin Rokugu et Alice Kisaragi ont accidentellement rencontré une foule de citoyens rassemblés, le visage de chacun montrant clairement de l'inquiétude. En écoutant leur discussion, ils réalisèrent rapidement qu'une grave crise se produisait. Il s'avéra que le héros considéré comme le futur sauveur du royaume de Grâce avait soudainement disparu après avoir poursuivi l'un des chefs démons de haut rang, un membre des 4 rois célestes connu sous le nom de Prowl. La poursuite semblait être un tournant fatidique, mais malheureusement, le héros a rencontré un type de magie spéciale appelé téléportation aléatoire, un sort qui transporte la cible vers une coordonnée complètement aléatoire sur cette planète, où la probabilité de survie était presque nulle. Certaines personnes croyaient que cela pouvait être l'accomplissement d'une ancienne prophétie, disant que l'élu subirait une épreuve extrême de vie ou de mort, puis deviendrait plus fort et vaincrait le seigneur démon. Cependant, selon l'analyse d'Alice, la situation actuelle montrait que l'épreuve aurait dû avoir lieu à la tour lors de la bataille précédente. Mais à ce moment-là, la personne jouant le rôle principal n'était pas le héros, mais Rokugu, quelqu'un qui n'apparaît dans aucune légende.
Cela a conduit à une conséquence ironique. Bien qu'ils aient repoussé l'armée démoniaque, ils ont involontairement enlevé l'opportunité pour le véritable élu de surmonter la calamité, rendant l'avenir du royaume extrêmement incertain. Étant donné la situation, Rokugyu et Alice envisagèrent de se retirer complètement de cet endroit, car ils estimaient que leur mission ici était terminée, bien que le résultat n'ait pas beaucoup de signification à long terme. Alors que les deux rangeaient leurs affaires pour partir, la princesse Tilly Centauria apparut soudainement. Son attitude ne montrait aucune rancune. Au contraire, elle rayonnait de calme et de résilience. Tilly dit franchement qu'elle connaissait les véritables identités de Rokugyu et Alice, comprenant qu'ils étaient des agents envoyés par une puissance extraterrestre. Cependant, elle n'avait pas l'intention de les capturer ou de les interroger, car toute action punitive était désormais dénuée de sens. La seule chose qu'elle souhaitait était qu'ils restent un peu plus longtemps pour assister au dernier moment du royaume de grâce, qui pourrait s'effondrer complètement lors de la prochaine invasion démoniaque. Tullis voulait qu'il rapporte cette histoire, non pas comme un rapport de bataille, mais comme preuve de l'existence et du courage d'un petit royaume qui a désespérément résisté à une puissance écrasante. Cette nuit-là, Snow, Grim et Rose sont également venus à la résidence de Rokugyu. Bien qu'il paraisse froid, Rokugyu a franchement conseillé aux trois de se retirer s'il sentait qu'il ne pouvait pas faire face à la situation, car lui et Alice partiraient le lendemain matin. Bien que cela ne soit pas explicitement dit, ses yeux contenaient une lutte silencieuse. À l'aube, tous les soldats restants de Grace se rassemblèrent. Ce n'était pas une grande force, principalement des guerriers qui avaient été vaincus plusieurs fois, mais ils avançaient toujours résolument avec l'esprit de combattre jusqu'à la mort. De l'autre côté du champ de bataille, deux puissants chefs démons, Han de la Flamme et Gwyneth Recker, menaient une grande armée s'approchant de la frontière du royaume. La bataille inégale semblait devoir se terminer rapidement, mais au moment crucial, les pièges de mine et les systèmes de bombes enterrés préalablement établis par Rokugyu et Alice ont explosé en séquence. La puissance de feu inattendue provenant du sous-sol a non seulement détruit de nombreuses créatures de combat de type gemme, mais a également perturbé la formation des démons. La scène chaotique rendit Anne extrêmement en colère lorsqu'elle réalisa qu'elle venait d'être piégée par quelqu'un qu'elle avait autrefois considéré comme inoffensif. Dans l'épaisse fumée de l'explosion, la vérité apparut plus claire que jamais. La personne que tout le monde avait considérée comme un fardeau était en réalité la raison pour laquelle l'ennemi avait dû reculer. Lorsque l'armée démoniaque s'approcha du château de Grâce, la situation devint plus tendue que jamais. Remarquant les golems géants entrant progressivement dans la forteresse, Snow demanda immédiatement à Grim de lancer un type de malédiction pour les retenir. Alors que Grim se concentrait sur la canalisation de l'énergie pour lancer la malédiction, Hein de la Flamme apparut soudainement, attaquant directement la sorcière qui lançait la magie. Témoignant de cette scène, Rose, qui portait du sang de monstre, se précipita immédiatement pour bloquer l'attaque pour son coéquipier sans hésitation. Cela a créé une opportunité pour Grim d'activer une malédiction sur Hein. Cependant, l'inattendu était que sa magie était complètement inefficace contre la puissance de l'ennemi qui dépassait les seuils de contrôle. Pendant ce temps, Gwyneth Recker était également entré sur le champ de bataille. Il utilisa sa force musculaire sauvage pour attraper Rose alors qu'elle se précipitait vers lui, saisit sa jambe et la projeta violemment contre le mur, la faisant heurter la pierre épaisse et saigner. Profitant de l'avantage, il se prépara à en finir avec Snow, mais avant qu'il ne puisse agir, Rose lutta pour se relever, se brûlant avec un feu intérieur pour arrêter l'attaque et protéger sa chef. À ce moment-là, Snow comprit que si elle restait, elle ne serait qu'un fardeau. Sous l'insistance urgente de Grim et Rose, elle fut forcée de se retirer pour trouver un moyen de soutenir Sentuan Rokugyu, qui se préparait à évacuer la princesse Tilly Centauria du château. Cependant, lorsqu'ils atteignirent juste le sous-sol, le groupe rencontra de nouveau Snow de manière inattendue. Dans ce moment urgent, le guerrier supplia Rokugyu et Alice Kisaragi de rester et de sauver ceux à l'avant, même en sachant que cette demande pourrait les obliger à affronter un danger extrême. Rokugyu refusa d'abord, car il savait clairement que les points de mal actuels étaient juste suffisants pour utiliser la porte de téléportation pour se retirer. Néanmoins, en voyant le regard absolument sincère dans les yeux de Snow, son cœur commença à vaciller. Finalement, Rokugyu accepta de rejoindre la bataille. Il ordonna immédiatement à Alice de convoquer un fusil de sniper haute technologie pour un soutien à longue portée. Cependant, un incident inattendu s'est produit lorsqu'Alice a annoncé que les points de mal accumulés avaient été sévèrement épuisés parce que Rokugyu les avait bêtement dépensés en articles de divertissement futiles la veille, menant à la situation actuelle où il n'y avait pas assez de points pour invoquer des armes. La situation est devenue périlleuse. Alice a suggéré une solution extrême. S'il voulait avoir suffisamment de points immédiatement, Rokugyu devrait faire quelque chose de cruel que les autres détesteraient, accumulant ainsi les points manquants. Sans beaucoup de temps pour réfléchir, Rokugyu décida de retourner et de frapper le roi plusieurs fois pour atteindre l'objectif, car selon les principes de l'organisation Kisaragi, nuire de manière déraisonnable aux personnes vulnérables rapporterait de nombreux points de mal. Cependant, la princesse Teal et Snow sont immédiatement intervenus, ne voulant pas qu'il fasse du mal au roi âgé.
Alors que tout le monde luttait encore, Snow a soudainement fait une proposition qui a stupéfié tout le monde. Pour la survie du royaume, elle était prête à laisser Rokugyu lui faire n'importe quoi, tant que cela répondait aux critères d'être considéré comme maléfique dans le système d'évaluation de l'organisation. Face à une telle action sacrificielle, Rokugyu ne pouvait s'empêcher de se sentir confus. Cependant, pour le bien commun, il fut contraint de prendre une décision pour renverser la situation dans une bataille qui semblait désespérée. Au moment crucial où Sentwin Rokugyu était sur le point d'accomplir une action symbolisant sa promesse d'attachement à Snow, il laissa la nervosité prendre le dessus, ce qui mena à un accident maladroit où il enleva involontairement son dernier vêtement devant tout le monde. Bien que la situation ne se soit pas déroulée comme prévu, il a tout de même accumulé suffisamment de points de mal pour invoquer un fusil de sniper moderne avec une puissance supérieure. Sans perdre de temps, Rokugyu utilisa cette arme pour abattre tous les golems attaquants de l'armée démoniaque. Cette contre-attaque puissante a enragé à la fois Gwyneth Recker et Hein de la Flamme, qui ont immédiatement volé avec leur homme de main principal directement vers la ligne de défense où Rokugyu était stationné. Un échange féroce a rapidement éclaté. Confrontée à une situation dangereuse, Alice Kisaragi a immédiatement soutenu Rokugyu en activant le mode d'invocation d'urgence, apportant une arme de mêlée spéciale, une scie électrique qui augmentait les statistiques de force physique. Ne laissant pas l'ennemi attaquer en premier, Rokugyu rugit, libérant toutes les limites d'énergie, puis se jeta comme une tornade d'acier, découpant le corps de Gwyneth en morceaux avec ses sbires de manière extrêmement brutale. Dans cette rage, il ne pouvait même pas distinguer entre ennemis et alliés, manquant de peu de prendre la vie de Snow avec sa lame de scie. Heureusement, elle a réussi à esquiver avant que les choses ne deviennent incontrôlables. La seule survivante du côté des démons, restait immobile avec des yeux horrifiés. Elle n'osait plus agir en réalisant qu'elle faisait face à quelqu'un qui ne suivait aucune norme. Au lieu de cela, les deux parties ont convenu d'un compromis temporaire, cessant les hostilités pendant 1 mois pour stabiliser les forces et se réorganiser. Alors que la fumée se dissipait progressivement et que le champ de bataille devenait silencieux, Snow s'approcha de Rokugyu avec des yeux adoucis. Elle déposa un baiser sur sa joue en guise de remerciement sincère pour avoir sauvé tout le royaume de Grace de l'extinction. Dans son cœur, ce moment lui fit croire qu'il pouvait exister quelque chose de plus profond que la simple camaraderie entre eux. Cependant, contrairement à cette attente, Rokugyu ne la voyait que comme un divertissement temporaire. Il ne nourrissait aucun sentiment sérieux, ce qui fit que Snow, qui venait d'ouvrir son cœur, devint furieusement en colère. Elle dégaina immédiatement son épée et l'abattit à plusieurs reprises sur Rokugyu dans une rage incontrôlable, comme si elle voulait libérer toute la déception et la douleur qui montaient en elle. Grâce à la victoire écrasante contre l'armée démoniaque, Rokugyu et Alice furent rappelés au palais pour continuer à servir cette nation, malgré leur passé peu glorieux. Pour eux, l'important maintenant était que la confiance avait été regagnée de ceux qui les avaient autrefois méprisés ou douté d'eux. En apprenant que tous les complots sombres précédents avaient été intentionnellement manipulés par le chef d'état-major lui-même, Rokugyu a décidé de rendre personnellement la pareille à celui qui l'avait poussé dans des situations mortelles. Lors d'une réunion privée, il n'a pas hésité à utiliser du ruban adhésif super collant pour arracher les rares cheveux restants sur la tête de ce vieil homme rusé. La scène était rien de moins qu'une punition symbolique, humiliant l'ennemi et satisfaisant les spectateurs après qu'une longue série de sales tours ait été exposée. Quelques jours après que la bataille se soit calmée, Sentwin Rokugyu reçut de manière inattendue une communication de l'organisation Kisaragi. Les émotions réprimées au fil du temps l'ont amené à exprimer immédiatement son mécontentement concernant la téléportation précédente. Clairement, la probabilité de succès était inférieure à 50%. Pourtant, il a été contraint de devenir un cobaye expérimental, risquant de perdre la vie dans un espace étrange. Tout en exprimant sa colère, Rokugyu a délibérément fait une demande de compensation bizarre en forçant la chef féminine Astaroth à l'épouser comme forme de réparation, laissant la personne à l'autre bout stupéfaite, ne sachant pas s'il était sérieux ou plaisantait. Cela mis à part, l'organisation avait envoyé un nouvel assistant pour soutenir Rokugyu et Alice Kisaragi, un guerrier tigre possédant une force supérieure. Dès leur première rencontre, aucun des deux ne s'embarrassa de formalités, se défiant immédiatement pour déterminer leur supériorité. Cependant, Rokugyu cassa accidentellement l'épée qu'il avait empruntée à Snow dès le tout premier échange. Pour dissimuler l'accident, Alice a eu l'idée de l'envelopper dans du riz froid et de faire comme si de rien n'était, même si elle savait qu'il ne serait pas facile de le cacher. Juste à ce moment-là, Snow est venu les chercher de manière inattendue et a demandé à récupérer son épée bien-aimée. Face à son regard plein d'attente, Rokugyu inventa spontanément une histoire émotive selon laquelle l'épée s'était héroïquement sacrifiée dans un combat à mort contre le Seigneur Démon, une explication qui semblait irrationnelle, mais qui fut livrée avec un visage si solennel que les auditeurs ne pouvaient distinguer la vérité de la fiction.
En voyant l'état brisé de son arme coûteuse, Snow ne put s'empêcher de pleurer sa perte. Cependant, cette émotion fut immédiatement remplacée après que le guerrier tigre lui ait présenté un autre katana exquis. Recevant ce cadeau inattendu, Snow changea immédiatement d'attitude, embrassant joyeusement son bienfaiteur. Ironiquement, cet homme tigre n'était intéressé que par les jeunes filles petites, complètement à l'opposé de la silhouette voluptueuse et séduisante de Snow, ce qui a entraîné son rejet impitoyable. Ce soir-là, le groupe s'est réuni dans une taverne pour se détendre. Au cours de la conversation, les gens ont appris par accident que la véritable mission de Rokugu et Alice était de collecter des informations sur cette planète. Réalisant que c'était un moment idéal pour en apprendre davantage sur l'écosystème local, Alice a demandé à Snow de les guider dans la forêt. En réponse, Snow a accepté, et le lendemain matin, le groupe a commencé son exploration. Alors qu'ils s'enfonçaient plus profondément dans la zone dense, ils découvrirent une carcasse de serpent géant suspendue, un signe caractéristique indiquant que ce territoire appartenait à la tribu des Kakavas, une espèce qui utilisait des armes primitives pour protéger leur domaine. Avant qu'il ne puisse commenter davantage, une lame de hache passa devant le visage de Rokugu, le faisant fuir de peur pour découvrir peu après qu'il avait perdu ses deux compagnons. En errant pour retrouver son chemin, une crevette géante apparut derrière lui, provoquant à nouveau la panique. Cependant, cette créature ne montrait pas d'hostilité et portait même des blessures évidentes, ce qui poussa Rokugu à se lier d'amitié avec elle. Alors que l'amitié entre l'homme et le crustacé commençait à éclore, Snow surgit de nulle part et coupa la crevette en deux, la considérant comme des ingrédients parfaits pour des crevettes grillées au fromage. Tandis que tout le monde picorait avec enthousiasme les morceaux de viande, Rokugu restait à l'écart, regrettant la relation qui n'avait jamais eu la chance de se former. Immédiatement après le repas, Alice et Grim, qui ont toujours cru en la foi, se sont engagés dans une vive dispute sur la croyance et la raison. Aucun ne voulait céder, alors ils sont sortis pour prouver leur point de vue. Bien qu'ils ne comprennent pas pourquoi ils devaient suivre, Rokugu les a quand même accompagnés, comme s'ils regardaient un spectacle. Pour effectuer le rituel d'invocation de la divinité, Grim devait tuer un petit animal, mais manquait de courage. Alice a substitué un autre objet et le lui a remis, créant les conditions pour que la cérémonie se poursuive. En conséquence, une entité humanoïde est apparue, une démone séduisante avec un corps sensuel, déclarant qu'elle pouvait exaucer n'importe quel souhait de l'invocateur. Rokugu n'a pas manqué l'occasion, demandant immédiatement à devenir un membre de la royauté entouré de belles femmes en échange de son âme. Juste au moment où il allait dire son vrai nom, Alice a découvert qu'il s'agissait simplement d'une projection tridimensionnelle plutôt que de l'entité réelle, ce qui l'a amené à soupçonner une arnaque. Exposée, la démone attaqua furieusement, mais comme Alice était un androïde, l'attaque fut complètement inutile. Lorsqu'elle fut forcée de réaliser un souhait, Alice demanda la création de plusieurs planètes, habitées par des humains. La démone éclata immédiatement en sanglots, sachant qu'elle ne pouvait pas accomplir cela. Ne s'arrêtant pas là, Alice continua avec un autre choix, demandant l'élimination de toutes les entités vivantes sur cette planète, des monstres et seigneurs démons aux êtres surnaturels. Mais la réponse était toujours impossible. Finalement, elle a proposé d'aider à déboucher des toilettes bouchées dans la caserne. Incapable de supporter cette humiliation, la démone a paniqué, est revenue à sa véritable forme, s'est excusée abondamment, puis a fait ses bagages et s'est enfuie, laissant derrière elle un groupe de personnes encore choquées par ce qu'elle venait de voir. Au milieu des tensions croissantes entre les pays et les forces, la princesse Tylis du royaume de Grâce continuait à s'efforcer de trouver des moyens de sauver son pays qui souffrait d'une grave sécheresse. Espérant rétablir la source d'eau douce nécessaire pour soutenir la vie, elle décida d'activer un ancien dispositif de contrôle météorologique pour créer des précipitations suffisantes. Cependant, une situation embarrassante s'est produite lorsque le système de la machine a nécessité un mot de passe de redémarrage programmé par Saint-Ouen Rokugu, une personne connue pour sa pensée particulière et son comportement souvent bizarre. La chaîne de caractères codés qu'il a laissée derrière lui non seulement portait des implications offensantes, mais était également pleine d'éléments satiriques qui ont fait rougir furieusement tous les fonctionnaires de la cour en la lisant. Malgré une gêne considérable, l'équipe technique a finalement réussi à la décoder, faisant fonctionner à nouveau la machine à appeler la pluie, apportant une pluie salvatrice à la terre aride. Immédiatement après, le groupe de guerriers dirigé par Rokugu se mit en route vers le royaume de Taurus. Cette fois, utilisant un véhicule mécanique moderne qu'il avait récemment acquis, un véhicule étrange à l'apparence exotique qui étonna les résidents natifs. Le voyage ne dura pas trop longtemps, car à leur arrivée, ils reçurent immédiatement un accueil grandiose, étant même honorés comme des messagers de paix. Un somptueux banquet du soir a été organisé au palais royal pour honorer la présence de la délégation, rendant l'atmosphère excitante. Tandis que Rokugu et Alice Kisaragi gardèrent leur calme habituel, les trois autres membres se comportaient de manière complètement opposée.
Grimm parcourait continuellement la salle de banquet du regard, déterminé à trouver un homme assez séduisant pour gagner son cœur pour la nuit, tandis que Snow tombait dans un état de rêverie, nourrissant l'illusion de devenir une noble consort vivant dans le luxe. Notamment, ils ont tous ignoré les avertissements selon lesquels le prince ici n'était pas seulement incompétent, mais avait aussi une apparence négligée, avec des cheveux gras et en désordre, un style vestimentaire négligent et des habitudes de vie médiocres. Néanmoins, Snow poursuivit obstinément son opportunité de changer de vie en l'approchant, espérant que sa silhouette sensuelle combinée à des mots doux lui rapporterait des points. Cependant, lorsqu'elle fut froidement ignorée, ses rêves se brisèrent comme de la fumée. Incapable de garder son calme, elle passa immédiatement à un état de colère, crachant des mots amers avant de tourner les talons et de partir sans pitié. En revanche, Grimm n'avait pas encore abandonné le jeu, flirtant avec un noble sophistiqué sans se soucier de vérifier son statut marital. En apprenant qu'il était déjà marié, elle entra dans une colère noire, le maudissant impitoyablement comme si elle avait été trahie, alors qu'en réalité, c'est elle qui avait initié le flirt. Ces situations embarrassantes laissèrent Rokugyu seulement capable de rester les bras croisés à regarder de loin, incapable d'intervenir dans le chaos causé par les trois femmes. Alors que la salle de banquet commençait à sombrer dans le désordre à cause de disputes ridicules, Rokugyu et Alice se retirèrent discrètement de la zone bruyante, procédant à infiltrer le sous-sol du palais dans le but d'enquêter sur des informations top secrètes. Dans cet endroit isolé, ils ont rencontré de manière inattendue Hein, l'un des principaux dirigeants du royaume des démons. Ne perdant pas l'occasion, Rokugyu a agi rapidement, la maîtrisant avant qu'elle ne puisse réagir. Cependant, juste à la fin de l'action, un autre personnage est apparu, Kisaragi Hyoka, une puissante guerrière ennemie. Sans hésitation, Rokugyu s'est approché, a capturé Hyoka et a mené un interrogatoire en utilisant des méthodes brutales fortement teintées de la grossièreté qui lui est typique. Alice observait tout le processus avec des yeux manifestement excités, car elle cherchait toujours des moyens d'encourager Rokugyu à démontrer sa nature maléfique, accumulant ainsi plus de points de mal. Chaque fois qu'il se comportait honteusement envers Hyoka, son indice de mal augmentait, permettant à tous deux de tirer leurs propres bénéfices dans une étrange relation symbiotique. Après avoir extrait des informations essentielles, Rokugyu et Alice sont retournés pour confronter directement le prince de Taurus. Ils ont présenté des preuves montrant que ce royaume échangeait secrètement des cristaux d'eau avec la race démoniaque, une action qui pourrait faire pencher la balance de la guerre. Le prince ne l'a pas nié, mais l'a calmement admis, en citant que l'accord avait été établi pour assurer une paix fragile. Hyoka est également apparu au bon moment pour défendre cette position, en argumentant que la coopération était le moyen de maintenir la stabilité nationale en période de chaos. Face à cette situation, Snow a essayé de renverser la situation en utilisant son corps comme un atout, déployant une fois de plus la tactique de séduction. Ne voulant pas être en reste, Hyoka rejoignit la confrontation avec son propre charme glacé, créant un intense concours de beauté entre les deux femmes. Cependant, la vérité surprenante fut révélée lorsque le prince se révéla avoir perdu ses capacités physiologiques, rendant les efforts des deux femmes ridiculement inutiles. Dans son soupçon, Rokugyu ne put se contrôler et réalisa soudain une action offensive sans précédent, plaçant directement un objet sensible sur la tête du prince comme une provocation désobligeante. Ce comportement scandaleux non seulement choqua la salle de banquet, mais rompit également la connexion diplomatique entre les deux pays. Le royaume de Taurus considéra immédiatement cela comme une insulte suprême, déclarant la rupture de toutes les alliances avec le royaume de grâce pour se tourner vers une alliance avec le royaume démoniaque. La plus grande perdante fut Snow, qui venait tout juste d'être réintégrée, se retrouvant maintenant à perdre tout à cause d'une erreur causée par son coéquipier. Prévoyant le risque imminent de conflit armé, la princesse Tiles a rapidement promu des plans de préparation à la guerre. Cependant, la sécheresse prolongée a fait de la pénurie d'eau le plus grand obstacle dans l'effort de défense. Par conséquent, le groupe de guerriers de Rokugyu a reçu une nouvelle mission pour pénétrer dans la région désertique hostile, se dirigeant vers le territoire du roi des sables dans le but de chercher un fruit mystérieux appelé fruit d'eau, la seule chose encore capable de renverser la situation avant qu'une guerre totale n'éclate. Immédiatement après avoir reçu la nouvelle mission de la princesse Tilis, Sentuan, le groupe de Rokugyu s'est rapidement mis en route vers le désert aride, un lieu censé être le territoire du roi des sables, une créature légendaire mentionnée dans d'anciens documents. Avec une grande détermination pour sauver le royaume souffrant d'une grave pénurie d'eau, ils ont surmonté la chaleur accablante pour entrer dans cette zone dangereuse. Après un court moment de recherche dans des conditions difficiles, le groupe découvrit de manière inattendue un tas de fruits juteux pleins d'eau, les fameux fruits d'eau, et ils les rassemblèrent immédiatement avec enthousiasme dans des sacs. Snow était extrêmement excitée, croyant que si elle pouvait ramener ces fruits, elle pourrait racheter son honneur et être réintégrée après le scandale diplomatique choquant précédent.
Cependant, alors que la joie commençait à poindre, le désastre frappa. Du fond du sable, le roi des sables émergea soudainement avec une forme gigantesque, une taupe à la peau épaisse comme de l'acier, aux griffes acérées et aux yeux rouges féroces pleins d'intentions meurtrières. Rokugu réalisa rapidement la terrible vérité. Les fruits d'eau qu'ils venèrent de cueillir étaient en réalité des parties vivantes du corps de ce monstre, possiblement des glandes ou des kystes biologiques l'aidant à s'adapter à l'environnement désertique. En réalisant ce qu'il percevait comme le vol de ses organes vivants, la créature géante rugit puis chargea vers le véhicule plein de fruits d'eau à une vitesse terrifiante, créant une tempête de sable dévastatrice. Face au danger imminent, Alice ordonna immédiatement à tout le monde de sauter du véhicule pour sauver leur vie. Peu de temps après, l'impact du roi des sables a complètement enseveli le véhicule et le précieux sac de fruits d'eau dans le sable brûlant, effaçant tous les efforts du groupe en un instant. Ayant perdu leur véhicule et leurs provisions, ils furent contraints de traverser à pied le vaste désert, espérant retourner au royaume de grâce avant de s'épuiser complètement. Cependant, la situation s'aggrava de plus en plus. Malgré plusieurs jours de marche, l'horizon ne montrait toujours que du sable jaune et du vent chaud. Le groupe devenait progressivement épuisé, avec l'esprit et la force physique tombant dans un état alarmant, tandis que les provisions alimentaires étaient presque épuisées. À ce moment critique, la seule chose qui restait dans le sac de nourriture était quelques parties de corps séchés de créatures appartenant à la tribu des pieuvres, qu'ils avaient vaincues plus tôt. Sans autre option, tout le monde a dû les utiliser comme ingrédients pour les repas. Rokugu s'y est fortement opposé, se sentant incapable d'avaler une telle nourriture étrange. Mais les autres n'ont pas pris la peine d'écouter, allant même jusqu'à s'unir pour le maintenir et le forcer à avaler une grande cuillerée qu'il a presque étouffée. Ce soir-là, Alice, qui était un androïde mais conservait encore une part d'humanité, ne pouvait plus supporter la scène de détresse et l'atmosphère prolongée de désespoir. Elle proposa un plan peu orthodoxe, encourageant Rokugu à utiliser ses habituels petits tours sur Snow pour accumuler des points de mal, les échangeant contre l'énergie nécessaire pour échapper à leur situation actuelle. Après avoir entendu cela, Rokugu hocha la tête en signe d'accord, considérant cela comme une solution envisageable. Il passa immédiatement à l'action, mais contre toute attente, Snow résista extrêmement fortement, l'empêchant de faire quoi que ce soit au-delà de petites taquineries. Échouant complètement, Rokugu dut changer de cible et s'en prendre à Grim, qui était tombé dans un état d'inconscience à cause de l'épuisement. Cependant, ses efforts pour gagner des points de malice se révélèrent également vains, car le système n'enregistrait pas de points bonus lorsque le sujet était inconscient, ce qui le rendit extrêmement frustré. Dans les jours suivants, le groupe continua à avancer péniblement sur le sable brûlant sous le soleil ardent, essayant d'avancer avec le faible espoir de trouver une ville, un village ou tout signe de survie dans cette terre morte. Tout le monde était épuisé, tandis que Rokugu commençait à douter de la véritable valeur de ses pitreries, car, peu importe ses efforts, si les actions ne remplissaient pas les conditions, le système ne reconnaissait rien, le laissant avec un sentiment d'impuissance à la fois drôle et amer. Après de nombreux jours à errer dans la mer de sable impitoyable, la situation du groupe a atteint une impasse alors que l'eau potable s'épuisait, les réserves de nourriture étaient presque épuisées, et le moral de tout le monde avait presque touché le fond. Quand tout le monde était épuisé, Snow, avec un visage hagard et une voix chuchotante, proposa de manière proactive une action audacieuse, laissant Rokugu jeter un coup d'œil à ses atouts pour activer le système d'accumulation de points maléfiques. Bien que ce comportement fût assez osé, comme elle s'était portée volontaire, le système n'enregistra aucun point, rendant tous les efforts vains. Réalisé que la situation ne pouvait pas continuer ainsi indéfiniment, Rokugu commença à réfléchir plus sérieusement au principe de l'accumulation de points. Selon son analyse personnelle, les augmentations de points ne se produisaient que lorsque le comportement dépassait les limites morales ou causait un réel dommage psychologique aux autres. Par conséquent, il proposa vaguement une idée de franchir la ligne avec Snow pour le faire une fois afin de pousser le système à l'extrême. Cependant, bien que la faim ait obscurci sa raison, Rokugu était encore assez lucide pour savoir que s'il osait vraiment le faire, Snow n'hésiterait certainement pas à couper sa banane sur le champ. Avant que les choses n'aillent trop loin, Snow s'est soudainement évanoui à cause de l'épuisement physique. Voyant une occasion en or, Alice n'hésita pas à inciter Rokugu à agir, profitant de son état d'inconscience pour augmenter les points. Cependant, avant qu'il ne puisse appliquer ses astuces familières, Rose, la fille mi-bête à l'apparence mignonne mais aux instincts carnivores extrêmement puissants, apparut soudainement dans un état incontrôlé. En raison d'une faim extrême, Rose pensait que Rokugu était une proie délicieuse et montrait clairement son intention de le croquer à pleines dents. Alors que Rokugu pensait à tort que c'était une occasion en or de se rapprocher de la fille, avant qu'il ne puisse faire quoi que ce soit, Rose s'est jetée sur lui, prête à le déchiqueter s'il ne réagissait pas rapidement. Pris de panique, il jeta Alice dehors pour se faire de la place pour s'échapper. La course-poursuite entre une créature humanoïde affamée et un mercenaire qui aimait faire des choses dépravées dura toute la soirée.
Tous deux se sont frappés, se sont battus et ont crié dans la poussière, rendant toute la zone chaotique. Cependant, cette confrontation a de manière inattendue aidé Rokugu à accumuler un grand nombre de points de mal, car le comportement violent combiné à des intentions dépravées dans des situations d'urgence était reconnu par le système comme extrêmement malveillant. Avec des points accumulés dépassant le seuil, Rokugu les a rapidement utilisés pour invoquer un nouveau véhicule de transport, une voiture moderne qui a aidé le groupe à quitter le désert et à retourner en toute sécurité sur le territoire du Royaume de Grâce. Cependant, la joie du retour n'a pas duré longtemps car ils ont échoué à ramener des fruits d'eau. La princesse Tilis, bien qu'elle comprenne la situation, ne pouvait cacher son expression sérieuse en transmettant de nouvelles informations. Selon une source secrète, l'armée démoniaque prévoyait de s'emparer d'une arme ancienne avec un pouvoir destructeur terrifiant qui était scellé dans une ruine ancienne au cœur d'une terre oubliée. Elle ordonna immédiatement à Rokugu et à son groupe de partir sur le champ pour arrêter leur complot avant que le désastre ne frappe. Alors que tout le monde réfléchissait encore au niveau de danger de la mission, Alice, qui n'était jamais absolument loyale à quiconque au-delà de sa mission de collecte de données et d'accumulation de points, développa son propre plan. Elle ne se préoccupait pas beaucoup de protéger le royaume, mais prévoyait secrètement de s'emparer de l'arme ancienne pour l'organisation Kisaragi, voyant cela comme la meilleure opportunité d'augmenter le pouvoir du côté maléfique tout en réalisant des ambitions de domination à long terme. Avec deux objectifs contradictoires commençant à se former au sein du même groupe, le prochain voyage vers les ruines promettait d'être plus chaotique que jamais. Alors que la haute direction de l'organisation Kisaragi profitait confortablement de vacances luxueuses au bord de la piscine avec une vue magnifique, des tables pleines de nourriture et de la musique animant l'atmosphère comme un festival à la lointaine ligne de front, Sentou et Rokugu devaient encore travailler sans relâche sur une série interminable de missions. Alors que la sueur n'avait pas encore séché sur le front du guerrier poussé loin de la zone de sécurité, Lilith, la scientifique quelque peu excentrique de l'organisation, annonça soudainement un événement en direct à l'échelle du système, un sondage de popularité pour les membres exceptionnels. Immédiatement, cet événement attira tous les regards alors que le classement affichait Lilith en tête, surprenant beaucoup de monde. Cependant, cette excitation passagère ne dura pas longtemps, car une enquête interne fut rapidement lancée, révélant qu'elle avait engagé des mercenaires temporaires pour tricher dans le vote. Sous le couvert d'un concours divertissant, son action était justifiée par le fait que le mal était le principe de fonctionnement de l'organisation, rendant impossible toute contestation. Auparavant, Rokugu avait créé une compétition intense lorsqu'il avait accidentellement poussé In, la guerrière contrôlant les flammes, et Rose, la fille portant du sang mélangé à de l'ADN d'insectes dans une confrontation féroce juste pour obtenir un avantage dans le sondage de popularité. La tension monta au point où un conflit semblait sur le point d'éclater directement à la base, forçant Rokugu à organiser un vote public pour apaiser la situation. Personne ne s'attendait à ce que le résultat final soit une égalité absolue, ce qui a conduit à les associer de manière ironique, devenant un couple étrange qui a poussé toute l'équipe à garder une distance prudente, ne sachant pas quand l'atmosphère entre eux exploserait. Au milieu de ces événements chaotiques, Astaroth, la chef au caractère froid qui maintenait toujours une image de rationalité absolue, commença à vaciller en se remémorant les missions que Rokugu avait accomplies discrètement sans réclamer de crédit. Bien qu'elle affichât une attitude indifférente, une étrange émotion apparut en elle, la faisant hésiter avant de lui demander pour qui il avait voté lors du sondage. Cependant, tous les plans privés furent rapidement interrompus lorsque l'alarme retentit soudainement, ramenant tout le monde à la dure réalité. Un groupe d'étrangers, présumés être des héros locaux, atterrit de manière inattendue près de la zone de villégiature. Immédiatement, tous les membres seniors de Kisaragi passèrent d'un état de repos à une préparation pour le combat. La situation devint plus urgente lorsqu'une série de monstres en forme de sauterelles géantes se précipitèrent de l'autre côté de la ligne de bataille. Dans cette scène chaotique, Astaroth n'hésita pas à se précipiter sur la ligne de front, menant la contre-attaque avec le désir de prouver sa capacité de combat et de repousser tous les doutes pesant sur son esprit. L'atmosphère de fête fut éteinte, remplacée par l'odeur de la poudre et le bruit du métal s'entrechoquant. Lorsque la rencontre s'est temporairement calmée, Astaroth a essayé de trouver une occasion de demander à nouveau à Rokugu la personne qu'il avait réellement choisie lors du vote. Mais il est resté silencieux, évitant comme il l'avait fait à chaque fois auparavant. Néanmoins, elle n'a pas abandonné son intention. Alors que tout le monde se remettait de l'affrontement, Alice Kisaragi commença à mettre en œuvre le plan pour la prochaine bataille au Royaume de Grâce, une zone qui devenait le point focal d'un conflit à grande échelle. Mel, la déesse qui avait accordé à Rokugu la capacité d'utiliser des points de mal, révéla de manière inattendue qu'elle n'avait délibérément pas augmenté ses points récemment parce qu'elle craignait que s'il réussissait trop, la raison pour laquelle il retournerait sur Terre disparaîtrait.
L'analyse d'Alice indiquait clairement que l'armée du royaume de Taurus était sur le point de s'allier avec les forces démoniaques pour organiser une attaque d'envergure sur Grace. Dans le plan de contre-attaque, Snow, une guerrière aux caractéristiques physiques mi-humaines mi-tigre qui avait été rétrogradée pour son habitude de brandir son épée sans réfléchir, fut assignée à bloquer l'aile ouest, où les démons tenaient le commandement. En même temps, les chevaliers de la garde royale seraient responsables d'arrêter les forces régulières de Taurus. Pendant ce temps, Rokugyu dirigerait à nouveau une équipe de combat, comprenant Alice, Rose, Grimm et Snow, infiltrant secrètement le territoire de Taurus pour s'emparer d'une arme ancienne scellée, quelque chose qui pourrait changer toute la situation de la guerre si elle tombait entre de bonnes mains. Le voyage à venir nécessitait non seulement une stratégie sophistiquée, mais posait également d'innombrables situations embarrassantes, car ce groupe inhabituel de guerriers devait apprendre à coopérer dans le chaos, combattant à la fois pour les idéaux de l'organisation et cherchant quelque chose bien au-delà de leurs objectifs initiaux. Après s'être mis d'accord sur les tactiques, le groupe se mit immédiatement en route vers la zone où l'arme ancienne était cachée, la cible stratégique de la confrontation à venir. Tout au long du voyage, Snow se lamentait constamment de l'échec embarrassant de la mission précédente qui avait fait s'accumuler ses dettes. Voyant son esprit déprimé, Six a temporairement approuvé une petite allocation supplémentaire pour l'aider à se rassurer. Alice, à ce moment-là, ne pouvait que secouer la tête d'exaspération, remarquant que Snow ressemblait de plus en plus à une accro à l'argent au point d'être incontrôlable. Selon elle, au rythme actuel des dépenses excessives, le budget entier du groupe s'évaporerait bientôt complètement. Alors que la dispute se poursuivait, l'équipe s'approcha de la zone des ruines, un endroit auparavant occupé par la race démoniaque. Ici, ils découvrirent de manière inattendue que Yuki et le Pape Hein étaient déjà présents, semblant organiser une infiltration profonde dans l'ancienne structure. Snow, retrouvant momentanément son assurance, proposa un plan audacieux plein de ruses en profitant du moment où les forces ennemies étaient complaisantes la nuit pour mener une attaque surprise, s'occupant de toutes les forces démoniaques avant qu'elles ne puissent réagir. Sa façon de penser avait clairement changé, s'orientant de plus en plus vers la ruse plutôt que son style de combat direct précédent. Alice a suggéré sans détour que Snow avait peut-être été influencé par Six et son caractère, car elle révélait progressivement une nature rusée. Cependant, Six a rejeté cette proposition, arguant que bien qu'il soit une organisation maléfique, il respectait encore les règles de conduite civilisée bien plus que ce type d'action sordide. Au lieu de cela, il a suggéré que le groupe prenne le temps de se reposer, car un plan plus réalisable était d'attendre que les forces démoniaques entrent en premier, les laissant activer tous les mécanismes cachés à l'intérieur des ruines. Ensuite, le groupe n'aurait qu'à suivre, passant en toute sécurité tous les pièges et saisissant finalement l'arme à la fin. Le lendemain matin, le groupe suivit silencieusement l'armée de Yuki, s'enfonçant dans la zone centrale. Il ne leur fallut pas longtemps pour réaliser que cet endroit avait autrefois été une civilisation extrêmement avancée, avec des traces évidentes de haute technologie qui avaient autrefois prospéré mais avaient été complètement détruites il y a des siècles. La neige, avec son instinct prononcé pour l'argent, a immédiatement eu l'idée de collecter des combinaisons mécaniques cassées ou des pièces de robots pour les ramener au recyclage, espérant gagner de l'argent pour rembourser ses dettes. Alice ne pouvait que la fixer sans cligner des yeux, tandis que Six restait calme, observant de près la situation à l'intérieur pour déterminer l'emplacement exact de l'arme ancienne qu'il devait voler. Selon le plan établi précédemment, Six a demandé à tout le groupe de garder leur distance, surveillant silencieusement chaque étape de Yuki et Hein, tandis que les deux tentaient de surmonter une série de mécanismes de défense à l'intérieur des ruines anciennes. Ne s'arrêtant pas là, Grimm, la sorcière spécialisée dans les malédictions, a reçu l'instruction de lancer de la magie noire pour entraver la capacité de Yuki et Hein à utiliser la magie, les obligeant à consommer beaucoup de force physique pendant leur déplacement. Cependant, le comportement excessivement calculé et quelque peu cruel de Six commença à provoquer de l'insatisfaction parmi les membres féminins du groupe. Reconnaissant le risque que la situation se détériore, il sortit immédiatement son portefeuille, proposant habilement une compensation hors budget. Dès qu'ils ont entendu parler de la rémunération, tout le groupe a rapidement changé d'attitude, exécutant unanimement le plan initial avec plus d'enthousiasme que jamais. Comme prévu, après de nombreux efforts acharnés, Yuki et Hein ont finalement trouvé la zone cachant l'arme ancienne, quelque chose capable de renverser le cours de la guerre si elle tombait entre de bonnes mains. Cependant, avant que les deux ne puissent se réjouir, Six est soudainement apparu par derrière, sans hésitation, délivrant un coup de pied précis qui a explosé les deux gemmes de Hein, le faisant s'effondrer sur place. Au même moment, Snow, Rose et Grimm se coordonnèrent pour se rapprocher, bloquant immédiatement toutes les voies d'évasion de Yuki. Bien que Yuki ait rapidement compris tout le plan insidieux de Six, depuis sa dissimulation jusqu'au choix du moment parfait pour frapper, c'était déjà trop tard.
6 avait l'intention de réaliser des actions maléfiques pour générer des points sur elle afin de servir le système de promotion de l'organisation. Mais Alice a soudainement alerté que Hein montrait des signes d'arrêt respiratoire après le coup fatal précédent. Dans un effort pour sauver la situation, Alice a donné à Six une potion de récupération spéciale, suffisante pour sauver Hein de l'état critique. À son réveil, il fut immédiatement contraint d'aider Six à libérer l'arme ancienne scellée au centre des ruines. Cependant, ce que personne n'avait prévu, c'est que Hein profiterait de ce moment pour changer de rôle, activant tout le système de contrôle, prenant ainsi le pouvoir sur cet effrayant artefact de guerre. Pendant le chaos, Yuki a réussi à lancer un sort de téléportation pour se retirer, mais Six a rapidement attrapé son soutien-gorge avant qu'elle ne disparaisse complètement. En conséquence, la partie sensible de Yuki a été exposée juste devant la foule de démons, rendant la situation extrêmement embarrassante. Juste après cela, tout le groupe a rapidement trouvé un moyen de se retirer des ruines, tandis que l'arme ancienne, désormais sous le contrôle de Hein, commençait à lancer des attaques pour les empêcher de partir. La situation est devenue urgente lorsque la seule sortie a été bloquée, forçant le groupe à élaborer immédiatement un plan de réponse s'il ne voulait pas être enterré avec les vestiges de l'ancienne civilisation. Au milieu de la situation chaotique, juste après le combat, l'agent Six a reçu un coup dangereux de Hein de manière inattendue. La situation est immédiatement devenue désordonnée. La sorcière aux cheveux blancs a éclaté de colère extrême, jurant résolument de détruire tout le groupe adverse pour venger ce coup douloureux. Dans un autre coin, Alice Kisaragi continuait sans fin à se disputer avec Grimm au sujet des contradictions dans leurs croyances, ne prêtant aucune attention au danger qui se cachait juste à côté d'eux. Pendant ce temps, Snow, l'épéiste qui portait autrefois le titre de chef, était occupé à courir autour de la zone de combat juste pour collecter des morceaux inutiles, nourrissant l'espoir de rassembler suffisamment de biens à vendre pour réduire l'énorme dette qui pesait sur ses épaules. Dans la situation tendue, Alice a admis qu'elle avait précédemment demandé à l'organisation de verrouiller les droits d'utilisation des points maléfiques de Six, car elle ne faisait pas entièrement confiance à sa capacité ou à sa sobriété à ce moment-là. Cependant, maintenant, en ce moment urgent, toutes les barrières ont été levées tant qu'il pouvait retenir Hein assez longtemps pour qu'elle établisse une ligne de transmission avec le quartier général, activant le transfert d'armes stratégiques spécialisées pour faire face aux robots géants que Hein contrôlait pour attaquer. Sans hésitation, Six s'avança sur la ligne de front. Face à la grande machine de fer, il décida de jouer un pari de vie ou de mort, dépensant tous les points de mal accumulés pour invoquer une série d'armes lourdes. Cependant, l'armure super durable du robot rendait tous les efforts d'attaque avec l'artillerie lourde inefficaces. Dans le bref moment pour évaluer la situation, Six sortit immédiatement l'arme qui l'avait aidé à échapper à de nombreuses situations mortelles auparavant, un hybride épée tronçonneuse. Un coup féroce fut porté directement à la jambe, provoquant l'ouverture de la structure du pilier gauche, créant un tournant important. Bien qu'il ne soit pas encore capable de vaincre complètement ce monstre de fer, ce coup avait rendu l'adversaire méfiant du pouvoir potentiel qu'il possédait, tout en ouvrant une opportunité de renverser la partie d'échecs pour l'équipe. Juste au moment où la situation semblait progressivement pencher en faveur des Alliés, un problème technique est survenu de manière inattendue, provoquant le déséquilibre du robot que Grimm contrôlait, qui s'est effondré, écrasant accidentellement Six. Saisissant l'opportunité en or, Grimm s'approcha immédiatement pour préparer un coup de grâce. Cependant, avant que les choses ne s'aggravent, une machine de combat en forme d'araignée, nom de code Destroyer, se précipita soudainement. C'était l'arme de pointe qu'Alice avait habilement empruntée à l'organisation pour faire face à la situation spéciale. Possédant une force supérieure avec une grande flexibilité, elle a facilement balayé le robot ennemi en quelques frappes décisives. 3 jours après l'incident, Six s'est réveillé d'un profond coma. La confusion l'envahit lorsqu'il réalisa qu'Alice n'avait pas quitté un instant, prenant même soin de lui attentivement dans les moindres détails. Bien qu'il essayât de paraître indifférent, au fond de lui, il savait clairement qu'elle mettait toujours la sécurité de ses coéquipiers au-dessus de tout, ne laissant jamais personne en danger. En réalisant que cette région souffrait encore d'une grave pénurie d'eau potable, Six et Alice se rendirent au lieu de détention de Grimm dans le but de le persuader de les soutenir, sachant bien qu'il avait autrefois maîtrisé la magie des systèmes d'eau. Cependant, l'effort de négociation atteignit rapidement une impasse lorsque Grimm fit preuve d'entêtement, refusant de coopérer malgré de nombreuses tentatives de persuasion. Pour résoudre la situation, Six a dû demander de l'aide à un camarade spécial, Tiger Man, un homme tigre courageux dont le passe-temps particulier était de se déguiser en femme. Grâce à son style audacieux, n'hésitant pas à utiliser des astuces inattendues et imprévisibles, il a rapidement fait accepter à Grimm des concessions, contribuant à l'effort de stabilisation de la source d'eau pour cette terre aride. La vie continuait de se dérouler dans un mélange d'humour et de danger, rendant chaque jour du voyage de Six dans ce monde étrange une suite de défis irrationnels, mais aussi pleine de couleurs.
Bien que la mission principale soit encore inachevée, il devait continuer à endurer le chaos de son harem excentrique, à la fois en luttant pour survivre et en trouvant des moyens de s'intégrer au rythme chaotique de la vie venant de toutes parts.